Bienvenue dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa portoricaine en explorant sa danse, sa musique, son histoire et sa culture. Moi c'est Manon et sur cet épisode je t'invite à te questionner sur les codes qui régissent notre communauté salsa et tout ce qu'ils impliquent dans les interactions entre danseurs. Cette semaine c'est Marion qui vient en discuter avec moi. Forte de son parcours riche de danseuse, de professeur et bien plus encore, elle vient partager ses réflexions et j'étais ravie d'en discuter avec elle. Bonjour Marion. Bonjour Manon. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je peux. Alors, je suis danseuse de métier depuis 12 ans. Je danse depuis 24 ans et je me suis pas spécialisée. J'aime pas ce mot, mais je cherche à être la plus versatile possible. Donc, j'ai été explorer. Alors, je viens des danses académiques à la base et j'ai très rapidement été explorer les danses latines, les danses swing, tout ce qui était street. Et j'ai fait très rapidement de la danse sportive. Et je suis aussi thérapeute à côté. Donc, je suis naturopathe spécialisée en nutrition, massage et aromathérapie. Beaucoup de choses. Oui, versatile. J'ai beaucoup de mal avec cette notion de spécialisation. Versatile dans ta danse et dans ta vie du coup aussi. Ouais. Aujourd'hui, on va discuter un peu ensemble des codes, notamment des codes sociaux ou des règles qu'il peut y avoir dans la salsa. Par quoi tu aimerais commencer ? Je pense qu'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est cette notion un peu floue du consentement. Flou, pourquoi ? Parce que chacun dans sa propre subjectivité a une définition qui est peut-être complètement différente de ce que c'est le consentement et surtout des limites qui viennent définir la notion de consentement. Je me place par rapport à d'autres profs d'une manière qui est totalement à l'opposé, c'est-à-dire que j'entends souvent des profs dire à leurs élèves, ou même dans des discussions entre nous, oui, il faut dire oui à tout le monde, il faut dire oui aux débutants, il faut dire oui même si vous n'avez pas envie, il faut dire oui. Et moi je suis pas du tout d'accord avec cette idée de dire oui à tout et à tout le monde. J'encourage en tout cas moi personnellement mes élèves à être dans une compréhension de leur ressenti intelligente. C'est-à-dire que si on vient m'inviter et que mon corps me donne l'information de non, j'ai pas envie. En fait, je préfère croire mon corps, qui lui sait très bien et ne peut pas mentir, plutôt que de forcer mon esprit à me dire mais si, il faut. Voilà, je pense que ce diktat d'être dans une relation forcée à tout le monde, parce que la salsa c'est une danse qui est sociale, ça nous pousse sur des chemins qui deviennent malsains. Là, tu parlais des profs qui en parlent à leurs élèves. J'imagine aussi qu'au début, quand on s'adresse à des débutants, ça peut avoir un caractère assez rassurant de dire allez inviter, de toute façon voilà, par politesse on vous dira oui, enfin en tout cas vous ne risquez pas grand chose, mais c'est vrai qu'après ça induit d'autres choses par la suite et on a parfois du mal à trouver cet équilibre entre le oui absolu finalement et s'écouter, parce qu'on va peut-être en parler, mais il y a aussi plusieurs cas de figure dans lesquels on peut avoir envie de dire non, et c'est vrai que c'est pas facile à trouver cet équilibre là. Oui, alors quand il s'agit d'un débutant qui va aller demander à danser à quelqu'un qui est peut-être un peu plus confirmé et que la personne qui invite soit au courant ou pas du niveau de la personne qui se fait inviter, peu importe, j'ai envie de dire on reste dans une relation d'humain à humain, tu vois, et ce qui moi me semble important, c'est d'être dans un respect absolu et une bienveillance absolue. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que on reçoit un non ou un non merci que ça sera non toujours, que ça sera non dans toutes les circonstances, et que ça sera non avec tout le monde. En fait, ça demande à chacun d'avoir au préalable travaillé sur soi et sur ses propres peurs. Parce qu'effectivement, quand t'es débutant, bon, déjà, tu te sens un peu en retrait parce que c'est un monde qui est nouveau, donc t'es pas vraiment intégré à cette micro-société, en fait, parce que c'est vraiment la ça. Communauté. C'est un micro-cadre sociétal, un microcosme, et t'as pas forcément des amis dans le milieu, t'as pas forcément des contacts, c'est pas des gens que tu vois... Enfin voilà, tu débutes, donc c'est quelque chose qui reste très nouveau pour toi, et effectivement, la nouveauté te met souvent dans l'inconfort. Mais si on est chacun dans une conscience très pure et très simple du fait que c'est ok, que ce soit pas ok pour quelqu'un d'autre de danser avec nous, en fait, à partir de là, c'est pas concevable que l'ego se sente blessé, tu vois, et que du coup, il y ait des répercussions derrière, du style, bon bah j'arrête parce que on m'a dit non, ou je veux pas lui parler, de toute façon, elle m'a dit non un jour, ou il m'a dit non, ou
ou elle m'a lâché en plein milieu de la piste. Enfin, il y a tellement de cas de figure, c'est tellement multidimensionnel comme interaction sociale, humaine, tu vois, qu'il y a tellement de choses à prendre en compte qu'en fait, c'est un des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, ne jamais déjà faire de suppositions, donc ne jamais supposer que la personne qui est en face dit non parce que il peut y avoir 1001 raisons, et ne jamais prendre les choses personnellement. C'est un non qui est adressé à la personne qui a invité, mais encore une fois, c'est un non qui dépend de la condition de la personne qui a été invitée. C'est à invitée. ce moment précis, dans ce contexte-là. Oui, complètement. Généralement, c'est plutôt valorisé de dire qu'à la salsa, il y a des codes de politesse, et notamment que l'invitation, effectivement, induit une réponse. Donc ça, c'est plutôt présenté comme quelque chose de positif, mais on pourrait aller plus loin, ou en tout cas approfondir cette notion et plutôt présenter la chose en disant que il y a de la bienveillance dans l'invitation, dans la réponse, que ce soit oui ou non. De présenter aussi le non comme une possibilité. C'est ça, je pense qu'en fait quand on invite, et je sais à quel point c'est compliqué parce que moi en tant que femme, quand j'ai commencé à guider, et que c'était déjà il y a très longtemps, enfin il y a des années, tu vois, le changement de lead follow n'était pas du tout démocratisé. J'ai commencé en plus c'était pas en salsa, moi j'ai commencé à avoir ce changement lead follow en bachata, et c'était très compliqué à l'époque pour moi de passer d'une posture de quelqu'un qui se fait inviter à quelqu'un qui doit inviter en tant que leader, tu vois. Et je me souviens m'être récupéré des noms dans la tronche, mais des noms pas très cool, tu vois, parce que j'étais pas préparée à ça. Donc ça m'avait un peu surprise, mais ça m'a fait réfléchir. Et aujourd'hui ça me pose aucun problème d'aller inviter quelqu'un que j'aimerais leader, et en me disant c'est possible que cette personne me dise non, quoi, et c'est carrément ok, parce que même moi en tant que follow je me retrouve dans des situations où tu vois déjà quand t'es dans une posture de professeur, t'es un peu mise en avant sur la scène, dans la scène latino, ou enfin ça plus précisément, et donc forcément les gens vont venir te voir et vont essayer de t'inviter, etc. Donc c'est très fatigant. En fait, je pense qu'on est vraiment dans une espèce de surconsommation, connexion, et en fait faudrait revenir à quelque chose de très enraciné, c'est-à-dire que quand t'es en social, quand t'es en soirée, par exemple, t'arrives à 22h, tu repars à 3-4 heures du mat, tu vois, ça te fait une plage horaire de 6 heures, 5-6 heures. Une chanson, ça dure 3 minutes 30. Bon, en salsa, il y en a qui durent 7 minutes, mais sauf si le DJ est fou, en général, ils te mettent des sons, qui sont dansables. Et donc, en fait, tu te retrouves à danser avec, je sais pas, peut-être 40, 50, 60, 70 personnes dans la soirée. Sauf qu'en fait, à chaque personne, c'est une nouvelle connexion, c'est une nouvelle relation qui s'instaure, c'est un nouvel échange d'énergie, c'est un nouvel échange physique. Il y a plein de processus qui se mettent en branle derrière, tu vois, cette mise en contact, et c'est extrêmement énergivore. Et donc pour les personnes qui vivent uniquement de la salsa, par exemple, je pense à elles, et qui tous les week-ends sont en festival ou en déplacement, et qui doivent 3 soirs par semaine minimum, parce que c'est la soirée du vendredi, samedi et dimanche sur les festivals, qui doivent faire acte de présence et danser avec des gens. En fait, je pense qu'on s'en rend pas du tout compte, mais c'est physiquement, émotionnellement et psychiquement épuisant. Vraiment épuisant. Et donc pour moi c'est normal qu'il y ait des moments qu'on s'auto-octroie de pause, tu vois. Et même si les gens ne le comprennent pas, ok, t'es là, t'es dans la soirée, tu rigoles avec tout le monde, tu parles, etc. Mais t'as pas forcément envie, t'as juste même pas l'énergie, en fait, parfois, de danser. Donc oui, ça, je pense que c'est une problématique qui est vraiment relative au statut de prof, parce que t'es du coup plus exposé que quelqu'un qui est client, tu vois, dans le milieu, qui n'a pas un rôle de prestataire. Alors, tu vois, pour quelqu'un qui commence, enfin voilà, moi je l'ai vécu comme ça, quand j'ai commencé la salsa, donc j'ai commencé par la cubaine, avec un prof qui s'appelle Karim, qui est un amour vraiment dans les Yvelines, et je me souviens très très bien de ces sensations que j'avais en fait à la fin de chaque soirée, où j'avais tu sais, comme une espèce de décharge. Clairement, on va se dire, j'avais l'impression d'avoir repris de la coke. J'ai jamais pris de coke, mais tu vois, ça me faisait un effet de mais vraiment comme si j'étais sous drogue, vraiment, et physiquement, je le ressentais physiquement, tu vois. Et j'étais dans mes débuts dans une recherche de la connexion, parce que c'était des sensations qui étaient quand même hyper nouvelles, que j'étais une petite jeunette, j'étais encore au lycée, tu vois, donc c'était pour moi le but de trouver, d'enchaîner les danses, tu veux dire, et d'inviter et de plein de gens, tester les connexions. Vraiment, c'était je veux tester le plus de connexions possible, un peu comme si t'avais 1000 plats sur une énorme table et qu'en fait t'as envie de goûter à tout. Actuellement, après 12 ans dans le milieu, c'est vrai que je suis plus tellement dans cette posture-là, et que je suis plutôt sur du qualitatif que sur du quantitatif. Donc ça m'arrive souvent en soirée
de dire ah bah non, je suis désolée, j'ai juste pas envie de danser, j'adorerais danser avec toi, mais là voilà quoi. C'est quoi la bonne manière justement de dire non quand quelqu'un vient nous inviter? Je pense qu'il n'y a pas une bonne manière. Je pense qu'il y a peut-être une base, tu vois, de respect envers l'autre, de conduite à avoir, mais ça, je pense que j'aime pas ce mot, mais c'est ce qu'on appellerait de l'éducation, tu vois, mais j'aime pas ce mot parce que pour moi, il y a une grande différence entre un parent qui éduque et un parent qui élève. Et je pense que c'est l'élévation qui prévaut sur l'éducation. L'élévation, il y a du sens derrière. L'éducation, c'est tu fais. Donc, à partir du moment où on est dans une relation saine à l'être humain, tu vois, je pense que déjà l'honnêteté, ça marche, de dire écoute, honnêtement, t'es un peu trop transpirant, je viens d'arriver en soirée, réinvite-moi dans 1 heure quand j'aurai un peu transpiré parce que là j'ai pas envie de, tu vois, ce genre de truc. Ou alors, écoute, franchement, ça me ferait kiffer, mais ce soir je suis un peu fatiguée et t'as une connexion qui est un peu trop dure pour que je mette l'énergie qu'il faille, tu vois, pour compenser derrière, donc je t'avoue que c'est pas trop le bon soir. Voilà. Mais après, je suis tout à fait consciente que aussi dans le milieu, quand tu te retrouves en social, avec la musique qui est derrière, ce serait compliqué, tu vois, d'avoir un échange qui se fait de cette manière-là. Puis c'est un moment qui est très rapide. Oui. Finalement, ce temps de l'invitation, c'est quelques secondes. Et là encore, on parle des invitations qui sont faites en bonne et due forme. Mm-hmm. Il y a aussi les invitations qui durent même pas 1 seconde parce que ça m'est arrivé ce week-end. Traîner, si je peux dire, sur la piste. Ouais. Heureusement, c'est, à mon sens, en tout cas, c'est très rare. Bon là, c'est encore autre chose, mais en tout cas, les invitations qui sont faites de manière plus classique, c'est très court, donc c'est vrai que c'est pas toujours propice à ce moment-là de détailler, mais c'est vrai que l'honnêteté, ça paraît être déjà la première base, comme tu dis. Oui. Après, l'honnêteté, elle est quand même plus simple à mettre en œuvre quand c'est quelqu'un que tu connais, que t'as en face de toi. Quand c'est quelqu'un que tu connais pas, tu sais jamais quelles sont les manières de réagir de la personne, tu prends peut-être plus de pincettes. Mais bon, tu vois, moi, ce week-end, on m'a invité avec un doigt posé sur l'épaule, tu sais, un petit tic, quoi. Et du coup, je me suis retournée et la personne m'a fait un signe genre, bah allez, tu viens, quoi. Je lui ai dit, mais voilà, qu'est-ce que tu me racontes? Et donc la personne me dit, bah on danse. Et je lui dis, ah oui, voilà, le français, je comprends. Mais ça, je comprends pas, tu vois. Enfin, en fait, maintenant, je m'embarrasse plus de cette espèce de diktat, justement, de faut pas blesser. En fait, à partir du moment où mes limites sont dépassées, bah, je m'exprime, quoi. Je m'exprime. C'est ce que je disais tout à l'heure sur ta première question, mais c'est vrai qu'il y a parfois des choses qui sont pas contrôlables et qui arrivent. Par exemple, moi, ça m'arrive d'avoir des danseurs qui m'invitent et en fait j'ai une réaction physiologique à leur corps, c'est-à-dire que mon corps refuse le contact avec leur corps et c'est carrément ok, tu vois, c'est des manifestations de mon système nerveux en fait qui me dit bah non, le contact avec ce corps-là n'est pas bénéfique pour toi, donc j'en veux pas, tu vois. Et du coup maintenant je me dis pas mais allez, mais si, non. Maintenant, non, c'est non. Et j'ai appris à écouter et à respecter et à prendre en considération ses limites, parce que c'est toujours tellement plus simple de faire taire son corps et de faire prendre le dessus à sa petite voix, enfin au mental, tu vois, au soi, dans ce genre de conditions, parce que tout le contexte sociétal nous pousse à l'interaction et nous pousse à accepter. Et d'ailleurs, souvent, il y a des profs qui disent oui, vous ne pouvez refuser une danse que quand vous êtes sur la piste de danse et que votre danseur vous fait vraiment mal, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'entendre ce genre de discours. Bah non, en fait. Non, si les signaux ils sont là avant et que tu sens profondément que bah c'est pas ok, en fait tu dis juste non merci. Ça c'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à l'écouter. Je pense aussi au cas inverse, enfin au cas où on recroise un danseur ou une danseuse qu'on ne connaît pas, qu'on a peut-être vu vaguement une fois en festival, où on a un espèce de souvenir, une empreinte, où je pense que ça nous est tous arrivé de se dire ah oui ça il me semble bien que c'était une super danse, il me semble bien que c'était un super souvenir. Et aussi l'inverse, il me semble bien que cette danse-là, je l'ai pas aimée pour X raisons. Et là, c'est vrai qu'on arrive à écouter un peu nos souvenirs. Je pense qu'il faut écouter même davantage, effectivement, comme tu dis, les ressentis corporels et ce qui va se passer. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ça demande une conscience corporelle de fou, déjà.
Oui. De capter en fait les signaux, parce que ça peut passer pour tout et n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, je pense à un frisson ou tu vois, un bâillement ou une sensation d'inconfort physique ou au niveau digestif. Enfin, tu sais, c'est des sensations qui sont extrêmement fugaces. Mais en fait, une fois que tu sais lire, que tu sais les décoder, c'est des choses, tu te rends compte très rapidement que voilà, par exemple, alors c'est très 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 personnel, mais moi quand je suis avec des gens qui sont bénéfiques pour moi, sur tous les plans, j'ai une sensation physique de dégonfler. Vraiment. En fait, c'est vraiment ça. C'est que quand je suis dans un pays, même ça marche sur la géographie, tu vois. Quand je me déplace dans un pays où je suis pas bien, je gonfle. Et je gonfle même physiquement. Et quand je suis avec des gens avec qui je suis pas bien, je gonfle. Quand je suis avec des gens qui sont bons pour mon système nerveux et pour mon système endocrinien, du coup, parce que les deux sont extrêmement liés, j'ai cette impression et cette sensation physique de dégonfler. Et il y a pas beaucoup de personnes sur cette planète avec qui ça me le fait, mais j'ai même rencontré des humains avec qui cette sensation, elle est tellement rapide, c'est-à-dire qu'en peut-être 20 minutes, j'ai déjà cette sensation de gonfler ou de dégonfler en 20 minutes. Donc c'est énorme. Mais c'est vrai que ça demande un travail personnel, quoi. C'est pas en tant que prof, c'est des choses que tu peux exprimer, dont tu peux parler à tes élèves, mais c'est pas quelque chose de l'ordre de l'acquis. Enfin, tu vois, ça se développe. C'est inné pour moi. C'est bien sûr l'écoute, elle peut être acquise. Il y a des gens pour qui l'écoute, elle est innée. C'est très compliqué, en fait, de remplir ce rôle en tant que prof, parce que les gens, en fait, quand ils viennent dans tes cours, et c'est pour ça que merci beaucoup de cette opportunité de m'exprimer sur ton podcast, mais les gens, quand ils viennent en cours, ils s'attendent à avoir un cours, point. Tu vois? Moi, je pense que le seul milieu des danses de couple où vraiment j'ai pu apporter des choses qui font partie d'une dimension plus large que juste la sphère physique, c'est le West Coast Swing, où vraiment la communauté elle est ouverte à plus de choses, tu vois, et pourtant c'est le public du West Coast, c'est des gens qui sont très dans l'intellectuel, mais paradoxalement ils sont aussi beaucoup dans le ressenti, et donc en salsa c'est plus compliqué. Tu places ce genre de laïus, tu parles peut-être de ça 3 minutes 30 dans ton cours et t'as déjà des yeux qui se lèvent au ciel en mode oui, les attentes sont différentes. Ouais, complètement. Sauf que comment construire une communauté qui est saine si déjà à soi-même, dans sa relation à soi-même, mais à l'autre on n'est pas sain. Si on résume un peu là ce qu'on vient de dire, finalement ce qui va être important c'est de s'écouter, de faire en fonction et de s'autoriser à dire oui ou à dire non, en tout cas d'envisager aussi cette possibilité. Ouais. Et je pense que ce qui serait intéressant aussi c'est d'observer l'autre et de voir aussi si l'invitation est propice à ce moment-là. Tout à l'heure tu parlais des danseurs professionnels, de toutes les personnes qui en font leur métier, où parfois on peut observer en festival notamment presque des files d'attente. Et moi j'ai toujours je vais dire presque de la peine en fait, parce que je me dis la personne à ce moment-là, peut-être qu'entre deux danses, elle a envie d'aller boire, elle a envie d'aller parler avec ses amis, elle a aussi peut-être envie d'inviter quelqu'un d'autre, de saisir une autre opportunité de danse, peu importe. Ouais, ça oui. J'ai vu ça dès les premières années de danse parce que c'est assez fréquent. Aujourd'hui, quand je re-rencontre ces situations, je suis toujours aussi étonnée de ça. Et je me demande comment, dans ce contexte-là, finalement, la connexion, elle se fait correctement parce qu'en fait, on est vraiment sur des danses, des invitations ou en tout cas des acceptations d'invitations à la chaîne. Ouais. Et c'est dommage. Ouais. Alors ce qui s'ajoute, je pense à ce cas de figure-là, c'est qu'en général, quand ta copine a enfin ou ton copain a enfin l'opportunité de danser avec la personne pour qui elle ou il faisait la queue, tu vas le filmer. Donc en fait, une espèce d'objectification de ces danseurs-là qui sont surexposés médiatiquement aussi. C'est ni bon ni mauvais si tu veux, mais ça nourrit un espèce d'imaginaire autour du rôle que ces personnes devraient avoir, comme des gens qui montrent l'exemple, mais en fait on oublie souvent que ces personnes-là elles sont humaines, qu'effectivement elles ont peut-être envie de s'arrêter à un moment donné, elles ont peut-être pas du tout envie de danser avec toi. Donc oui, moi c'est un truc que j'ai personnellement jamais fait. Faire la queue ça me fatigue. Courir aussi à travers la piste. Ouais. Bon ça m'est faire déjà la course. arrivé. Mais ça m'est déjà arrivé parce que je vois qu'un danseur que j'adore vient de se libérer et du coup je lui cours après, je lui saute dessus et je lui dis est-ce que tu accepterais de danser avec moi? Donc c'est souvent oui, souvent non, enfin peu importe, tu vois la réponse, mais je me permets de le faire en général avec mes copains, quoi, avec les gens que je connais. Oui, après c'est ça, il y a des cas de figure qui sont très différents. Là, on a beaucoup parlé du consentement, de ce cas de figure de l'invitation. Donc ça peut être assez délicat dans certaines situations, mais il y a aussi du bon en fait aux codes sociaux qui existent dans la salsa. Déjà, ça détermine des limites malgré tout, même si c'est à nous
de compléter ça et d'être au clair avec nos limites propres. Mais je trouve que malgré tout ces codes, se dire merci à la fin de la danse, s'inviter poliment et puis faire attention aux lignes de danse des uns des autres, c'est un peu aussi des garde-fous. Oui, alors du coup ça me fait penser au fait qu'on a parlé que de l'invitation, mais il y a aussi le consentement pendant la danse. Là arrive le sujet un peu délicat parce que effectivement, comme je te disais tout à l'heure, chacun a sa propre conception des choses et ses propres limites. Ça me fait penser alors un exemple que je donne souvent en cours. Des messieurs qui vont à la salle de sport et qui soulèvent des charges très lourdes et qui en fait ont l'habitude pour déplacer un poids d'un endroit, une masse d'un endroit A à un endroit B, de mettre beaucoup de force. Et en fait, ils appliquent cette règle, cette loi physique en danse. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe avec un corps humain, et donc du coup ça les amène à avoir des connexions qui sont souvent pas très agréables parce que très dures et très dans la force en fait. Et je fais une grosse différence entre puissance et force, mais voilà, très dans la force brute et pas du tout dans la sensation. Je pense que ça aussi c'est une raison carrément carrément valable de dire non, je préfère pas danser avec toi. Il y a aussi le fait que quand tu danses en social avec quelqu'un, t'es dans il y a une espèce de cocon en fait d'intimité qui se crée, et que au sein de ce cocon d'intimité, l'un ou l'autre des partenaires se permettent certaines choses. Je trouve ça très déplaisant quand quelqu'un, parce que tu rigoles avec cette personne de manière respectueuse et voilà, tu vois, mais quelqu'un que tu connais pas spécialement, avec qui t'as juste eu quelques échanges un peu drôles ou légers, se permettent pendant la danse, mais aussi hors la danse, de poser une main sur tes hanches ou une caresse dans ton dos. Pour moi, c'est complètement déplacé. Après, encore une fois, il y a les relations humaines, elles sont tellement complexes, et je veux dire, s'il y a eu des signaux qui ont été envoyés, voilà, il y a des signaux qui ont été envoyés. Par contre, si ce qui s'est échangé entre ces deux personnes, ce sont juste des échanges simples, basiques, sans qu'il y ait rien qui soit explicitement dit, on devrait rester dans une limite saine au niveau du toucher. Par exemple, encore une fois, c'est très personnel, mais je pense que je suis pas la seule. Moi, j'ai une hyperesthésie. C'est-à-dire que mon cerveau traite plus d'informations en provenance de mes organes des sens qui devrait le faire. Donc j'ai un toucher qui est très 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 sensible. Et donc par exemple, quand je danse avec quelqu'un qui a une petite peau, tu vois, qui dépasse au niveau des ongles, et que ça m'érafle 2-3 fois, en fait ça peut carrément me bousiller la danse, parce que c'est une information qui est très désagréable et que mon cerveau va traiter malgré moi. En fait, je vais me focus dessus. Donc bien évidemment, j'ai travaillé énormément sur moi-même. En gérant ma respiration, j'arrive à faire un espèce de tri, tu vois, dans les informations. Mais je sais que c'est le cas de plein d'autres danseuses qui se retrouvent avec cette problématique de c'est un bon danseur, je l'aime bien, mais en vrai il y a des choses qui me retiennent, tu vois. Je pense que la communication, c'est le meilleur moyen de résoudre ce genre de truc. Après, effectivement, si la communication, elle ne sert plus, qu'elle n'est pas accueillie par l'autre comme étant un élément qui peut instaurer un cadre sain dans l'échange entre deux personnes, ça sert à rien. Juste, tu dis non, merci, et puis voilà, basta, quoi. Oui, aussi... de jauger aussi quand c'est utile de s'étendre ou exactement, parce que c'est pas pertinent. Oui, voilà. On peut pas s'entendre avec tout le monde, on peut pas bien danser avec tout le monde, et c'est pas grave. Et puis il y a peut-être un soir où votre pote, vous allez pas kiffer la danse parce que voilà. Je pense que la communication, c'est quand même l'élément de base. Je veux dire, on est doué de parole. Après il y a d'autres types de communication, hein. C'est vrai que quand tu danses avec quelqu'un qui est un peu trop entreprenant et que tu vas juste éloigner ton corps du sien, par exemple, si c'est un signal qui est pas compris, voilà, après il y a une communication verbale qui peut s'instaurer, ou voilà, mais c'est vrai que oui, c'est important ce que tu dis, de s'autoriser ça aussi pendant la danse, parce que ça fait pas forcément partie de nos codes. En tout cas, ça commence à l'être, mais on évolue aussi les uns avec les autres dans le sens d'une danse plus agréable. Complètement. Traditionnellement, le rôle de la follow est associé à la femme, et traditionnellement le rôle du lead est associé à l'homme. Comme je te disais, c'est ce milieu de la salsa, c'est un microcosme dans lequel se jouent les mêmes pièces de théâtre que dans notre société tout entière. Et donc, cette espèce d'idée sous-jacente de patriarcat, elle vient, si tu veux, se réimplanter dans le milieu de la salsa. Et bon, du coup, je dérive un peu vers autre chose, mais ça se voit
C'est extrêmement clair. Quand un couple se sépare, arrête de travailler ensemble, c'est le leader qui garde les contrats. Jamais la follow. Très rarement. Et les leaders, à un niveau professionnel, en jouent énormément de cet avantage. Il y a aussi pas mal de follow qui jouent du fait qu'elles sont complètement conscientes que sans elles, le lead n'est rien. En fait, ça induit une espèce de triangulation pour les follow, c'est-à-dire que on est à un niveau professionnel à la fois dans une interaction mais presque combative avec nos leads et à la fois une interaction compétitive avec les autres follow. Parce qu'on sait que les places sont chères et que c'est très compliqué de trouver sa place, de se faire une place, parce qu'en général on la trouve pas, on s'en fait une. Donc du coup il y a cette espèce de triangulation entre la follow, les autres follow et les leads avec qui elle travaille en particulier, qui s'instaure et qui construit pour moi une relation à l'environnement de cette follow qui est tout sauf saine en fait, qui est tout sauf saine. Ces follow là qui vont transmettre à leurs élèves ou qui vont transmettre à d'autres follow qui veulent grandir dans le milieu. Elles vont aussi, même si c'est de manière implicite, transmettre l'idée que faut se battre. Voilà, faut se battre pour ta place et personne te fera de cadeau et voire même on te fera pas mal de crasse. Donc ouais, voilà, je pense que pour revenir au consentement, je pense que tout le système en fait est basé sur le flou artistique qui entoure les limites du consentement. Voilà. En tout cas, c'est peut-être des codes qui sont en train d'évoluer. Et du coup, des notions qui vont être aussi discutées ou transmises différemment dans les cours. Et on peut espérer que petit à petit, en social, ça rejaillisse aussi de manière positive et que chacun s'autorise à dire oui ou non. Et qu'on ait en tête aussi, effectivement, l'importance du consentement et l'importance de respecter les limites de l'autre. Oui. Et puis ses limites propres. Et d'en prendre conscience. Ouais. Oui, de travailler sur ça. Complètement. Je pense que le milieu est effectivement en train de changer et je pense que c'est en train de commencer par l'Amérique centrale, le Mexique. J'y étais pendant 2 mois l'année dernière et en fait comme il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent follow, mais à des très 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 bons niveaux, ça change complètement la dynamique, si tu veux, énergétiquement, l'énergie masculine et féminine, en fait elle est redistribuée et ça change le poids de chaque rôle. Alors après c'est vrai que ça change pas du tout au tout. Mais il y a quand même, moi je vois personnellement une grosse différence entre le milieu au Mexique, le milieu aux États-Unis et le milieu en Europe. Oui, je pense que c'est en train de changer, je pense que ça prend beaucoup de temps et que même si ça change, si chacun n'est pas dans un travail très personnel, en fait, naîtront de ces changements d'autres dérives. Mais bon, ça c'est encore une autre question. C'est à nous aussi du coup d'aller vers les personnes qui nous ressemblent en fait sur la prise de conscience de ces changements ou sur d'aller vers les gens qui nous ressemblent, enfin en tout cas qui sont dans une démarche qui ressemble à celle dans laquelle on peut être. Mais j'ai même envie de dire, si on veut vraiment être dans une richesse profonde de l'échange avec l'autre, moi je trouve plus intéressant encore d'aller vers les gens qui sont complètement à l'opposé de nous. Parce que ça repositionne le regard, ça fait prendre du recul parfois sur certaines choses, ça nous fait reconsidérer aussi nos points de vue, les filtres avec lesquels on regarde ce qui se passe, ça nous permet peut-être de reconsidérer certaines choses, ce qui n'est pas le but en soi. Enfin, je veux dire, je suis tombée sur cette information il y a pas longtemps sur le fait de débattre. En fait, aujourd'hui, quand on parle de débattre, on est dans une idée qui est d'opposition, tu vois. Et puis en fait, on est dans une idée qui est de se battre implicitement. Or, débattre, c'est ne pas se battre. Étymologiquement parlant, c'est vraiment être dans une discussion, mais dans un échange qui se veut vouloir apporter des solutions, sans forcément vouloir apporter des solutions, parce que solution veut dire problème, il n'y a pas forcément toujours des problèmes, tu vois, mais qui se veut de pousser l'échange sur quelque chose de fin, de réfléchi, et dans le respect les uns des autres. Donc le fait de te rapprocher de personnes qui sont pas sur la même longueur d'onde que toi, ça te permet de débattre, c'est-à-dire de ne plus être en opposition avec le point de vue qui est le leur, de comprendre que ce point de vue correspond à cette personne dans son cheminement à ce moment-là de sa vie, et du coup si tu veux, de dédramatiser en fait le fait que l'autre ne pense pas comme moi, ce qui n'invalide pas ma propre pensée.
ce qui n'invalide pas non plus la sienne. Mais ça recontextualise, ça remet en perspective les positions de chacun et ça nous pousse du coup à être dans un non-jugement de l'autre, tout court. J'ai une dernière question pour toi, Marion. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce qui t'a accroché dans la salsa? En fait, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense seulement, j'émets des hypothèses. Je pense que ça a pas réveillé, mais ça m'a permis d'exprimer un feu que j'avais en moi depuis toute petite, qui ne pouvait pas s'exprimer dans le milieu scolaire où j'étais, et que je n'avais pas non plus la maturité d'exprimer dans mon milieu familial. En tout cas, pas de manière saine, ni pour moi ni pour les autres. Ça m'a donné un terreau, si tu veux, pour planter des fleurs exotiques qui m'avaient toujours attirée, mais que j'avais jamais osé approcher. Aussi mes origines peut-être, parce que ma grand-mère est berbère, arabo-berbère, et donc mon propre sang est un mix de plein de choses différentes, et du coup je me sens plus ou moins liée à l'Afrique, et je pense que tout ce qui est afro-cubain, tu vois, qui sont en fait des danses, plus que des danses, c'est une culture qui a été développée par l'exportation du coup les esclaves qui étaient ramenés d'Afrique. Je pense que ça fait une espèce de boucle aussi en termes de ce qui fait ce que je suis, de ma double identité, qui est quelque chose qui est très mis en valeur dans ma famille, en particulier par ma mère, qui est née d'un père français et donc d'une mère arabo-berbère. Et je crois que ça me permet en fait d'être en lien, tu vois, avec ces racines-là. Et je sais pas, pour moi la salsa c'est vraiment une danse de feu. En fait quand je danse la salsa, j'ai l'impression, bon, déjà c'est une danse où en tant que follow, moi c'est un truc que j'adore faire. Pour moi, maître du style, c'est véritablement trouver le moment et l'endroit dans mon corps que je peux utiliser pour m'exprimer, parce que le leader ne s'approprie pas, si tu veux, ni ce moment, ce laps de temps, ni cette partie de mon corps. Et donc du coup, en salsa, je peux aujourd'hui facilement, mais parce que je l'ai beaucoup travaillé, mais je peux trouver ces moments et ces endroits dans mon corps à utiliser. Et donc en fait, en tant que danseuse solo, je suis tellement heureuse de danser à deux, mais aussi de danser toute seule, en même temps. Tu vois, ça me remplit, vraiment ça me nourrit. Et d'ailleurs, quand je vais en social, je déteste manger avant d'aller danser. Donc je ne mange pas avant d'aller danser, et souvent, j'ai pas du tout faim après avoir dansé, parce que ça me nourrit, mais vraiment, c'est physique, je le ressens physiquement. Donc voilà, ça me permet de faire vivre ce feu intérieur. Voilà, ce sont des suppositions. Je pense que j'ai même pas trop envie de vraiment savoir pourquoi, parce que je trouve que la beauté, c'est aussi dans le fait que c'est comme ça, et lâche prise quoi. Et on n'a pas toujours les réponses à nos questions. Mais moi, ça m'intéresse. Oui, je sais. Mais bon, c'est pour ça que j'essaie de te donner des éléments de réponse, mais je pense que ça ne reste que des éléments de réponse, et qu'au fond, tu vois, au fond de moi, je sais pas, peut-être que dans une autre vie, j'étais déjà danseuse de salsa, et que du coup, ça fait écho. Je sais pas. Il y a tellement de possibilités. Peut-être que ta réponse changerait aussi si je te redemandais dans 3 mois, dans Carrément, 2 ans. Ouais. Sûrement même. Merci Marion. Je t'en prie Manon, merci à toi. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Marion nous a livré ses ressentis et son analyse de certaines conventions sociales qui ont une place importante dans nos soirées. Intéressons-nous maintenant aux messages portés par les chansons que l'on écoute en boucle. C'est avec Mercedes que j'en discute la semaine prochaine. En attendant, n'hésite pas à partager cet épisode et à rejoindre Mosaïque Salsa sur Instagram. À lundi prochain.